bonjour à tous. Bienvenue dans cette session. On va parler d'applications mobiles, de cache de mode offline et aussi de voitures connectées. Pourquoi on va parler de tout ça? Parce qu'on travaille dans une startup qui s'appelle Virtuo, qui fait de la location de voitures 100% mobile. Quand on dit qu'on fait de la location de voitures, on possède notre propre flotte de voitures qui sont toutes des Mercedes Classe A. C'est une flotte unifiée de Mercedes Classe A. Et on fait un métier de loueur de voitures traditionnel, mais 100% mobile. Et on va vous expliquer quelles sont les problématiques qu'on a rencontrées autour du cache, autour de ça. On est 5 développeurs chez Virtuo, donc 3 en back-end, 2 en mobile. On fait des applications natives, Mathieu sur iOS et moi Romain sur Android. On est lancé depuis décembre 2015 et en prod depuis mai 2016. Donc on a un peu plus d'un an d'existence et on commence à avoir, enfin on va bientôt avoir un an d'existence et on commence à avoir pas mal de feedback. Alors le problème qu'on essaye de résoudre chez Virtuo, c'est celui-là. Vous avez sûrement beaucoup rencontré ce problème. Vous sortez d'un train, vous sortez d'un avion, et tout le monde en même temps a besoin d'aller chercher sa clé au guichet. Ce qui fait qu'il y a une queue énorme juste pour récupérer quelque chose de physique qui est une clé. Et c'est ce problème-là qu'on veut résoudre en supprimant la clé physique qui existe aujourd'hui. Il y a une autre chose qui est particulièrement anxiogène quand on loue une voiture, hein, je pense que ça vous est tous arrivé. C'est ça, c'est l'état des lieux papier qu'on va avoir au début de notre location. On va avoir des dégâts qui sont potentiellement rapportés sur la voiture, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, si on va être chargé à la fin de la location. Nous, chez Virtuo, on va essayer de le rendre beaucoup plus simple avec le mobile. Et oui, tous ces problèmes, on essaie de les résoudre par une solution technique qui est de tout remplacer par le mobile. Quand vous louez une voiture chez nous, vous prenez votre smartphone pour faire votre location de voiture. Quand vous arrivez devant la voiture qui est garée dans un parking, vous allez prendre votre smartphone pour prendre des photos et faire un état des lieux de la voiture. Et vous allez utiliser votre smartphone pour ouvrir la voiture et pour démarrer la voiture. De la même façon, on a une application smartwatch sur Apple Watch et Android Wear qui permet, pareil, d'ouvrir la voiture et de démarrer la voiture. Alors comme Mathieu disait, on fait tout par le smartphone. Donc on a certains de nos concurrents qui vont permettre d'ouvrir la voiture et ensuite mettre une clé physique derrière le pare-soleil par exemple. Nous on ne fait pas ça, on propose vraiment une expérience 100% mobile. C'est plus compliqué à mettre en place, à mettre en œuvre, mais plus intéressant dans notre cas. Alors pourquoi ce que vous voyez, c'est la face émergée de l'iceberg. Vous avez une clé dans votre location de voiture. Nous, en fait, on n'a pas une clé, on n'a pas 10 clés, on n'a pas 100 clés, on a plus de 100 clés à gérer. Et ces clés, on doit les partager à des partenaires, des gens qui nettoient les voitures, parce qu'on a fait le choix de nettoyer les voitures en chaque location, des gens qui déplacent des voitures, parce que parfois la voiture n'est pas au bon endroit. Et nous, ça nous arrange de ne pas du tout avoir de clé physique et de pas du tout avoir à gérer ce cas-là dans la voiture. En fait, cette clé c'est un système que vous avez tous dans votre voiture normalement, qui est un système qui se base sur des ondes radio. Le système, il s'appelle PLIP. C'est un système français d'ailleurs qui existe depuis 1978, je crois. Et comment ça marche une clé de voiture? Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, mais globalement, ça marche comme une connexion SSH, on va dire. Il y a une clé privée qui est dans la clé, une clé publique qui est dans la voiture. Il y a une authentification qui se fait entre les deux via les ondes radio. Et si la clé est authentifiée, la voiture peut s'ouvrir et la voiture peut démarrer. Pour faire ça, on s'appuie sur des technos qui sont largement répandus et largement éprouvés dans le monde du mobile, à savoir le réseau data, que ce soit 3G ou 4G, le Bluetooth, et plus spécifiquement le Bluetooth Low Energy dans notre cas, et la communication en champ proche NFC. En fait, la solution la plus évidente pour remplacer la clé avec un smartphone, c'est de passer par Internet, de passer par la 3G, par la connexion data. Et c'est ce que font des constructeurs de voitures, notamment Tesla. Et en fait, il y a une histoire intéressante d'un mec qui s'appelle Ryan Negri, qui a une Tesla et qui ouvre sa voiture tout le temps avec son smartphone en passant par Internet. Ça marche tellement bien qu'il n'a plus l'habitude de prendre sa clé de voiture, il prend juste son smartphone. Et un jour, il est allé dans le désert et il s'est retrouvé dans un endroit où sa voiture ne captait pas et son téléphone ne captait pas. Du coup, il a fait un petit post sur Instagram et il s'est retrouvé à appeler une dépanneuse dans le désert pour prendre sa voiture. Et c'est un vrai problème. Une clé doit fonctionner même sans accès à Internet. Et donc, la solution de passer par Internet, ce n'est pas une bonne solution pour remplacer la clé. En plus, il y a un autre problème, c'est que si votre smartphone appelle un serveur, souvent aux États-Unis, puis le serveur réappelle la voiture pour ouvrir la voiture, vous allez avoir un délai, peut-être 1-2 secondes, mais quand j'appuie sur ma clé, j'ai envie que ma voiture s'ouvre tout de suite et qu'elle ne s'ouvre pas dans 2 secondes. Et donc, si on veut vraiment complètement supprimer la clé physique, on est obligé de trouver d'autres solutions que la 3G.
Alors nous déjà, on a cette possibilité d'ouvrir notre voiture via la 3G, on en parlait juste avant, mais on a aussi la possibilité de l'ouvrir en Bluetooth Low Energy directement. Ça nous permet de ne pas avoir ce souci qui est lié à la connectivité. Et du coup, on peut vraiment se connecter en direct avec la voiture et on supprime les latences, puisqu'on passe vraiment par le module Bluetooth pour s'interfacer avec la voiture. Et on a un autre avantage à ça, c'est que nos clés peuvent avoir potentiellement une durée de vie. Donc on va avoir par exemple un partenaire qui va avoir une clé de la durée de vie de sa préparation, on va avoir un client qui va avoir une clé de la durée de vie de sa location. Donc c'est beaucoup plus fin que de gérer une clé physique. Basiquement, on fonctionne exactement comme une clé radio, et tout ce on rajoute de la sécurité dessus en rajoutant une durée de vie sur ce mécanisme qui est assez éprouvé finalement. On offre aussi la possibilité à nos clients d'ouvrir leur voiture avec un badge NFC. Donc chaque voiture est équipée d'un badge NFC. Et pendant sa location, le client il peut transférer sa clé donc, de son mobile à ce badge NFC. Donc de la même façon, ça va fonctionner aussi en mode offline. Et ça lui permet de prêter sa voiture à quelqu'un, ça lui permet d'utiliser un service de voiturier ou encore, s'il a un souci, de passer la voiture à un dépanneur. Alors, comme on vous a dit, aujourd'hui, on n'a pas de clé dans nos voitures. On a plus de 7000 jours de location qui sont déjà été faits sur nos voitures sans aucune clé physique dans la voiture. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On est passé par une grosse phase d'alpha. On avait jusqu'à 50 alpha-testeurs qui sont des gens qui ouvraient et qui fermaient des voitures. Et à ce moment-là, il y a une anecdote qu'aujourd'hui on trouve marrante, à l'époque un peu moins. On a un alpha-testeur qui est arrivé à cet endroit, le tunnel de la 86 à Paris, à l'heure de pointe. Et là, il fait une mauvaise manip. Il éteint le moteur de sa voiture. Du coup, il ressort son téléphone de sa poche. Et là, l'application s'était fermée parce que le système l'avait fermée. Et pas de bol, on n'avait pas de mode offline. L'application ne se lance pas, il a besoin de sortir du tunnel pour récupérer du réseau, pour garder son application, pour revenir dans le tunnel pour démarrer sa voiture. Heureusement qu'on était en mode alpha. Et à ce moment-là, nos boss, Thibaut et Karim, débarquent dans l'open space et disent écoutez les mecs, c'est plus possible, ça ne doit plus jamais arriver. L'application, d'ici une semaine, doit fonctionner en mode offline. Alors, une fois qu'on a ça, on s'est dit la façon la plus simple de faire du mode offline et qui peut arriver très rapidement, c'est d'utiliser du cache. En fait, ça, c'est des headers HTTP que vous connaissez tous. Et pour faire du cache, on utilise un attribut qui s'appelle cache control. Le cache control que renvoie typiquement un serveur, c'est un max age. Ici, j'ai un max age de 600 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai des données qui ont moins de 600 secondes, je n'ai pas besoin de refaire un appel réseau. Ça, c'est mon serveur qui le donne. Ce que vous connaissez peut-être un peu moins, c'est quelque chose qu'on ne va jamais renvoyer d'un serveur, qu'on va ajouter côté client. C'est un attribut maxtail. Donc là, la valeur qui est affichée là, faites-moi confiance, c'est 28 jours en secondes. Et en fait, ce maxtail, ça veut dire que même si la donnée est périmée, j'accepte quand même de la prendre et j'accepte d'afficher une donnée périmée. En fait, si on regarde le cycle de vie de ma requête, il y a le moment où je télécharge. Au bout du max age, elle est considérée comme périmée. Et jusqu'au max tail, c'est-à-dire 28 jours après les 600 secondes, j'accepte quand même de l'afficher. Et donc on va ajouter ce header côté front pour ajouter un système de cache un peu automatique qui va nous permettre d'avoir une application en mode offline. Donc comment on a fait ça sur Android? On s'est dit, le plus simple, comme disait Mathieu, c'est de patcher le client HTTP. On ne va pas aller dans chaque écran pour dire, là il faudrait du cache, il ne faudrait pas. On s'est dit, sur toutes nos requêtes GET, on veut du cache. Donc sur Android, on est passé par un intercepteur. Alors au niveau de notre stack, on utilise OCHTTP, Retrofit 2, RxJava. Et donc plus spécifiquement sur OCHTTP, qui est une librairie open source qui facilite notre gestion HTTP, on a la possibilité d'utiliser des intercepteurs qui vont être des composants qui vont être appelés à chaque fois qu'une requête passe dans notre application. Donc un intercepteur sur Android, ça va se faire en implémentant la classe intercepteur. On va avoir une méthode intercept à implémenter, et donc de base dans cette méthode intercept on va avoir notre chain.proceed qui va permettre de retourner une réponse qui va être notre réponse HTTP. Donc pour implémenter le cache via cet intercepteur, on utilise donc les headers HTTP, on va les utiliser avec la méthode addCacheControl. La méthode addCacheControl, je vais l'expliquer dans le slide juste après. Donc pour commencer, on a un premier test si on a du réseau et qu'on n'est pas en mode force cache. Le mode force cache, c'est pareil, on l'expliquera un peu plus dans la suite de la présentation. Donc, si on est en mode force cache ou qu'on n'a pas de réseau, on veut passer par le cache. Donc, on va avoir notre add cache control à ce moment-là. Le cas
le cas du coup qui arrive le plus souvent, ça va être quand on a du réseau et qu'on n'est pas en mode force cache. Donc là, on va commencer par essayer de traiter notre requête. Si on a une exception et qu'on est en requête get, forcément on ne veut pas cacher du put, du post ou du delete. Là, on va ajouter notre header de cache. Et donc on va traiter notre requête. Et donc cette fameuse méthode add-cache-control, elle est toute simple. C'est celle-ci qui va nous permettre de définir notre header maxtail à 28 jours. Donc ce système nous permet d'avoir un cache vraiment simple sur Android. Le souci, c'est que, étant donné qu'on cache nos méthodes get, on ne peut pas récupérer les objets qui vont nous être retournés par une méthode put, post ou delete. On est obligé, à la suite d'une requête qui fait une modification sur le serveur, de passer juste derrière une requête get pour mettre à jour ce cache. Alors sur iOS, on peut à peu près faire la même chose, mais il n'y a pas vraiment de librairie qui permet de le faire. Heureusement, Swift, c'est un langage plutôt sympa, et implémenter un cache en Swift, c'est quoi? C'est utiliser le file system, finalement, pour stocker la réponse du serveur. Et après, on se base sur les attributs du fichier, et notamment sur la date de modification du fichier. Et à partir de ça, on arrive en une dizaine de lignes à faire à peu près ce que fait OKHTTP sur Android. Du coup, on en profite pour implémenter les différents types de cache, différents types de stratégies de cache dont on a besoin. Le premier cas, c'est le cas standard. Si je n'ai pas de réseau ou que je suis dans le fameux mode force cache dont parlait Romain, je vais lire mes données du cache et arrêter mon traitement là. Si je suis en mode force cache, je me suis embrouillé. Donc si je suis en mode normal, je vais faire la requête et afficher le cache si le cache existe déjà. En mode force cache, je vais directement lire le cache et ne rien faire derrière. Et on va implémenter un troisième cas qui va nous servir plus tard, qui est du two-step loading. L'idée, c'est que si j'ai du cache, je vais chercher dans le cache la réponse. S'il y a du cache, j'appelle ma callback de succès. Et je fais quand même mon traitement derrière, mon appel réseau. Et potentiellement, ma callback de succès est appelée 2 fois. Alors pour faire ça, une fois qu'on est dans l'application, c'est un peu galère à débugger. Et du coup, on utilise des outils qui sont très pratiques pour nous aider là-dessus. Chuck Interceptor sur Android et Godeye sur iOS. Le concept, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'il y a un appel réseau qui est fait par l'application, il est logué, même si on kill l'app, même si on relance l'app plus tard. On a tous les appels réseau qui sont logués avec les paramètres qui ont été passés, les réponses du serveur, et aussi, ce qui est important pour nous, est-ce que la réponse vient du cache, est-ce que la réponse vient du réseau, pour savoir débugger tout ça. Pour mettre en place Chuck Interceptor, c'est super simple. Donc là, on a notre client OKHTTP. On va placer 2 intercepteurs dessus. Le premier V-intercepteur, ça va être celui qu'on a défini juste avant pour gérer notre cache. Chuck Interceptor, c'est donc cette fameuse librairie qui va nous faire cette belle interface. Et en fait, ça va être automatiquement géré par la librairie. Dès qu'on va avoir une requête qui passe dans notre application, on va avoir une notif qui va popper sur notre téléphone, et on a accès à toute cette stack de requêtes. Et on a en plus une historisation. Donc si je lance mon appli le lendemain, je vois les requêtes que j'ai générées la veille. Alors sur iOS, c'est pareil, ça se fait en une ligne avec un Godeye make-i dans lequel on passe la window. Le problème, c'est que sur iOS, c'est qu'on ne peut pas mettre de notification en arrière-plan. Donc on a un bouton qui s'affiche dans l'application, un bouton en plus. Et donc du coup, il faut bien faire attention à faire des paramètres de compilation pour pouvoir le désactiver. Par exemple, si vous avez un job de CI qui va vous faire vos screenshots, il ne faut pas que ce bouton s'affiche. Donc on est obligé de gérer un peu plus de cas là-dessus. Et du coup, on a fait ça en 2-3 jours. Sur iOS plus sur Android, on arrive à avoir une application qui fonctionne totalement en mode offline. L'application, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle n'a pas du réseau, elle affiche la dernière donnée, donc elle fait rien de très malin, mais au moins, le cas du parking ne nous est plus jamais arrivé, et c'est un problème qu'on a totalement résolu en quelques jours et qu'on n'a plus jamais eu. Les boss reviennent, ils nous disent « Bien joué les gars, vous avez rempli la mission ». Le problème de ça, c'est que dans la vraie vie, juste faire du cache, ça ne gère pas un mode offline. On a des cas où on doit faire du traitement côté client. Ce traitement, qu'on doit le remonter, on doit gérer des conflits, on doit faire ce genre de choses. Et en fait, chez nous, c'est même tout le temps parce que nos voitures, elles sont stockées dans des parkings, souvent au dernier niveau du parking, au niveau -5. Et au niveau -5 d'un parking, il n'y a jamais de 3G. La première chose que vous faites quand vous louez une voiture chez Virtuo, c'est qu'on va vous demander de prendre en photo la voiture et d'envoyer ces photos. Donc vous êtes dans une situation où vous devez envoyer des photos et vous n'avez pas de 3G.
la stratégie qu'on a mis en place là-dessus, c'est déjà de simplifier cette requête. En fait, est-ce qu'on a besoin d'envoyer les photos tout de suite? Non, on n'a pas besoin de le faire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on envoie juste l'endroit où la personne a constaté un dégât et un hash de l'image. Et si l'image arrive plus tard, c'est pas grave, on sait que c'est cette image qui nous a été déclarée. Donc pour couper tout de suite les trolls, on utilise le SHA-1 aujourd'hui. On sait que le SHA-1 a été cassé aujourd'hui. On est en cours de migration SHA-256. C'est prévu. D'ailleurs, le paramètre est nommé, donc ça ne va pas être trop compliqué à migrer. Par contre, une fois qu'on a fait ça, il y a quand même un appel réseau à faire. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de 3G, même si l'appel réseau, c'est juste un pauvre JSON à envoyer, il faut quand même le faire. Et ce qu'on veut surtout pas, c'est que quand vous sortiez du parking, la première chose qu'on vous demande, c'est en conduisant, de sortir votre téléphone pour rallumer l'app, pour nous envoyer les données. C'est la pire situation. On ne veut pas faire ça, donc on aimerait que ça se fasse directement. Vous mettez votre téléphone dans votre poche et tout est envoyé automatiquement. Sur Android, on a un composant qui nous permet de faire ça, c'est le Job Scheduler. Donc le Job Scheduler, c'est depuis Android 5. On a la chance chez Virtuo d'avoir 97% de nos utilisateurs qui sont à une version supérieure à Android 5. Et du coup, on peut se dire qu'on implémente ça sans gérer la compatibilité pour les devices les plus anciens. Les devices les plus anciens, ils auront l'envoi via l'UI classique. Donc un Job Scheduler, en fait, comme son nom l'indique, ça va être un job qui va être exécuté par le système Android selon certains critères. Et du coup, tout est géré automatiquement par le système. L'implémentation, elle se fait très facilement. On va définir une classe qui est en job service. On va avoir deux méthodes implémentées qui vont être onStartJob et onStopJob, qui vont chacune prendre des paramètres qu'on veut éventuellement transmettre à notre job scheduler. Et donc, à l'intérieur de notre méthode onStartJob, donc onStartJob, ça va être la méthode qui va être appelée quand le système a décidé de lancer notre job. On va donc, je vous parlais tout à l'heure de Retrofit 2 et Eric Java. On va avoir notre appel Retrofit 2 à notre service inspection. Donc notre service inspection, c'est celui qui va tenter d'envoyer l'état des lieux d'entrée du client, le check-in. On va tenter d'envoyer ce rapport. Si ça se passe bien, on arrive dans notre callback success, on va appeler la méthode job finish. Job finish, c'est une méthode du job scheduler qui va prendre deux paramètres. Le premier, c'est les paramètres qu'on avait transmis dans notre méthode onStartJob, et le second paramètre, ça va être un booléen qui va dire au système est-ce que oui ou non je reschedule ce job. Donc là, on est dans le cas d'un callback success, l'envoi s'est bien passé, on n'a pas besoin de rescheduler le job. Dans le cas où il y aurait une erreur, si c'est une erreur de type réseau, donc si la connexion a été coupée, forcément on a envie de rescheduler le job. Sinon, on considère que la requête était mal formée, on n'a pas envie de tenter d'envoyer en permanence l'état des lieux, on ne reschedule pas. Donc là, on a défini notre classe, notre job scheduler. Maintenant, on va l'appeler. Pour faire ça, on va utiliser un persistable bundle. C'est un peu comme un bundle si vous avez l'habitude d'Android. On va passer différents types. On va récupérer une instance de notre job scheduler. Et donc, c'est ici qu'on va déterminer les critères qui sont nécessaires au lancement de notre job. Dans notre cas, on veut envoyer un état des lieux. Qu'est-ce qu'on veut? On veut du réseau. Donc, on a un network type any. Ça va être un réseau de type 3G ou enfin data ou Wi-Fi. On peut être encore plus précis en disant mon état des lieux, je veux que tu l'envoies seulement en Wi-Fi ou seulement en 3G. On peut même aller jusqu'à dire que le téléphone doit être branché au secteur, que le téléphone doit être en idle. Donc c'est vraiment des critères très, très précis qui permettent de choisir quand on veut lancer notre job. On a le set persisted true qui permet de dire que notre job est sauvegardé. Donc si notre client fait son état des lieux, il met son téléphone dans sa poche, il n'a plus de batterie, il sort du parking, il rallume son téléphone une demi-heure après, il l'aura branché entre-temps. À ce moment-là, le système va retenter d'envoyer le job, sous condition bien sûr qu'il ait du réseau au moment où il redémarre son téléphone. Enfin, on va lui passer le persistable bundle qui correspond aux paramètres éventuels qu'on veut passer à notre job, et on n'a plus qu'à le lancer. Alors sur iOS, on ne peut pas du tout faire ça parce que faire des background jobs sur iOS, c'est pas possible. Et Swift, c'est un langage assez génial, mais ça ne permet pas de le faire. Par contre, il y a un tricks sur iOS, depuis iOS 9, qui permet d'avoir un comportement qui ressemble un peu. En fait, on va utiliser les notifications et les notifications silencieuses. Vous connaissez tous les notifications classiques sur votre iPhone. Il y a un message qui s'affiche, il y a un chiffre qui s'affiche sur votre application. Mais depuis iOS 9, on peut faire des notifications silencieuses qui appellent un bout de code de votre code et qui vous donnent 30 secondes pour faire ce que vous voulez. Notamment faire des appels réseau et notamment, dans notre cas, envoyer l'état des lieux.
Pour ça, on a juste un playlist à remplir qui set un background mode qui s'appelle Remote Notification. On met ça dans le playlist et on a le droit de le faire. Toute l'astuce, elle est basée sur le fait qu'au moment où vous allez recevoir cette notification du serveur, ça veut sûrement dire que vous avez du réseau. Donc c'est sûrement le bon moment pour envoyer cet état des lieux. C'est un peu moins fin que sur Android, mais on arrive à faire quelque chose qui s'en rapproche beaucoup. Donc là, on a un cache qui fonctionne, on arrive à envoyer des états des lieux de façon intelligente, mais on peut aller plus loin dans l'optimisation de ce cache. En fait, on a aussi des utilisateurs. Nos utilisateurs vont utiliser l'application de différentes façons. On a par exemple un client qui va avoir loué une voiture. Le client qui a loué une voiture, ce qu'il veut, c'est arriver le plus vite possible sur sa clé. Il est devant sa voiture, il pleut, il n'a pas envie d'avoir toutes les requêtes qui passent dans le splash screen. Donc ce qu'on va faire, c'est avec le fameux force cache que vous avez pu voir dans l'intercepteur tout à l'heure, on va forcer, dans le cas où on est dans une location, l'affichage de la clé le plus vite possible. L'important, c'est de contextualiser vraiment. Si vous êtes chez vous avec du Wi-Fi, vous n'êtes pas dans la même situation et donc vous n'avez pas besoin du même type de cache que si vous êtes devant votre voiture dans un parking. Et donc, dans le cas de ce client qui est en location, donc là vous avez notre écran clé. D'ailleurs, petit détail, donc cet écran est accessible complètement en mode offline encore une fois, et les données que vous voyez là, donc le niveau d'essence et le niveau de kilomètres, sont transmis en Bluetooth à la voiture directement depuis le capteur OBD de la voiture. Donc là, on est encore une fois dans un mode complètement offline, et c'est une fois que le client sera arrivé sur cet écran le plus vite possible que là, on va tenter de rafraîchir toutes les données dont on a besoin, sa liste de réservation, les requêtes init, enfin tout ce qui nécessite d'être rafraîchi régulièrement. Alors, je vous parlais tout à l'heure de two-step loading, et le two-step loading, ça permet de gérer des cas dans des listes. Là, par exemple, c'est notre écran de factures dans l'application, de la liste de vos factures de toutes vos locations. Si un jour vous avez 20 locations chez Virtuo, vous aurez ce genre d'écran. Et en fait, ce qui est important dans cet écran, c'est de donner une impression de fluidité. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va afficher les données du cache. En background, on essaye de les rafraîchir. Et si vous avez une location qui vient de se terminer, votre dernière facture va arriver 2-3 secondes plus tard et va se mettre à jour. Mais en tout cas, quand vous êtes arrivé sur l'écran, vous avez eu l'impression que ça marche tout de suite. Vous n'avez pas eu un loader pour afficher cet écran. Et toujours dans le but d'être le plus transparent possible avec l'utilisateur, notamment sur l'état des lieux. On sait que c'est quelque chose d'anxiogène, on en parlait tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est que quand on va télécharger la clé, on va tenter de télécharger à l'avance les éventuels dommages de la voiture. Là, vous avez un écran avec 44 dommages. C'est une voiture de test, forcément, on n'a pas 44 dommages sur une voiture. On peut avoir potentiellement 2 ou 3 dégâts, une portière rayée, une jante rayée. Et du coup, on tente vraiment, enfin, quand je dis on tente, on va essayer de télécharger ces photos quand l'utilisateur télécharge sa clé, donc plusieurs heures avant sa location. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on va pas le rendre bloquant. Mais du coup, de cette façon-là, le client, il a le plus de chances d'arriver avec un état des lieux, avec de bonnes photos. Et donc, pour faire ça, sur Android, déjà, on utilise Picasso pour la gestion de nos images. Donc, en plus de simplifier l'affichage des images, on va avoir un cache intelligent en RAM et sur le disque. Et Picasso a une méthode un peu magique qui s'appelle Fetch, qui permet de précharger une image du coup, avec une image URL particulière. L'image URL va être la clé du cache. Et cette méthode Fetch va faire que quand on va rappeler cette image du coup avec la même image URL forcément, on va passer par le cache. Et on peut éventuellement fournir un callback si on a envie de traiter le résultat. Alors sur iOS, de toute façon, on a déjà implémenté notre propre système de cache, donc on n'a pas de lib pour faire ça magique avec un fetch. Après, qu'est-ce que fait Picasso par rapport à un cache de JSON normal? Il a 2 niveaux de cache, il a un cache mémoire et un cache sur le disque, parce que charger une image du disque en mémoire, ça peut prendre du temps, et on n'a pas envie d'avoir ça, donc il suffit pour ça d'implémenter un cache mémoire en plus, soit avec un NS Dictionary, soit avec un NS Cache, pour gérer un peu mieux la mémoire. Mais et pareil, ça se fait en quelques lignes. L'idée, c'est le même fonctionnement que sur Android. Enfin, on a un dernier cas qui est un peu particulier. On a des partenaires chez nous, notamment qui nettoient les voitures, et eux, ils ne sont pas dans la même situation que vous. Ils arrivent dans un parking, et là, ils doivent nettoyer 5, 10, 15 voitures. Et ce qu'ils n'ont surtout pas envie, c'est de remonter, de ressortir du parking pour reprendre une clé, pour retélécharger les photos pour pouvoir valider l'état des lieux et redescendre. C'est une situation qu'on ne veut pas faire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'avant de rentrer dans le parking, on force à un moment le téléchargement de toutes ces infos et on chaîne tous ces téléchargements. Ça peut prendre du temps, mais au moins la personne, une fois dans le parking, elle est sûre qu'elle a toutes les informations et qu'elle peut travailler sereinement et nettoyer nos voitures sereinement. On va afficher aussi une notif dans cette appli partenaire. Si notre partenaire du coup a lavé 5 voitures
il est rentré chez lui, il nous a pas envoyé les rapports, nous on a besoin de rapports de fin de préparation pour remettre les voitures en location. On va lui afficher une notif qui va lui dire hey, tu as 5 rapports qui n'ont pas encore été envoyés, maintenant tu as du réseau, tu peux les envoyer. Une fois qu'on a fait tout ça, le mode offline marchait vachement bien. La conclusion, c'est que nos clients avaient l'impression que l'application marche tout le temps. Et finalement, ça marchait trop bien parce que la conséquence de ça, c'est qu'on a commencé à avoir beaucoup d'appels à notre service client. Je vous présente Stéphanie du service client. Si vous louez chez Virtuo, vous aurez peut-être la chance de lui parler. Comme disait Mathieu, notre appli, elle est cachée, du coup, elle fonctionne tout le temps. On arrive à afficher toutes les listes, mais on se retrouve avec des clients qui ne comprennent pas certaines informations à l'écran. Un cas concret, on a lancé Lyon-Part-Dieu il y a quelques mois. Donc on a envoyé un mail à nos clients en leur disant qu'on a une nouvelle station qui est disponible. Les clients lancent l'application. Notre liste de parking est fournie par une requête init qui fait tout un tas d'autres choses, mais dont fournir une liste de stations dans lesquelles vous pouvez louer une Virtuo. Et donc ces clients arrivent sur la liste des parkings et ne voient pas Gare de Lyon. Donc, du coup, ils appellent le service client. Qu'est-ce qui se passe? On a dû trouver un moyen de mettre du feedback. Pourtant, j'ai du réseau, j'ai 4 barres. La réponse classique d'un client, parce que quand vous avez 4 barres sur votre téléphone, ça ne veut pas dire que vous avez du réseau. Et pour résoudre tous ces problèmes, on a décidé de traiter ce problème d'un point de vue UX. Notamment, le principe qu'on a développé partout, c'est le principe d'être transparent avec notre utilisateur. Déjà, quand vous allez commencer votre location, on va vous demander, vous allez arriver sur cet écran, dès que votre location est prête, pour télécharger la clé. Télécharger la clé, c'est télécharger la clé privée dont on parlait tout à l'heure. En fait, cette action, on pourrait la faire automatiquement. Vous lancez votre application, vous avez du réseau, on vous la télécharge, on n'en parle plus. Le problème, si on fait ça, c'est que le jour où vous n'avez pas ouvert votre application, vous allez arriver dans le parking, là, vous n'allez pas avoir de réseau et vous n'allez pas comprendre pourquoi ça ne marche pas. Donc, si on met une action explicite à l'utilisateur, télécharger la clé, on peut déjà lui mettre un message d'erreur s'il n'a pas de réseau. Attention, vous n'avez pas de réseau, trouvez un endroit où vous avez du réseau avant de descendre dans le parking. Et surtout, on l'habitue à avoir ce comportement de vraiment tout préparer avant de rentrer dans le parking. Une autre petite astuce relativement simple qu'on a trouvée, c'est donc sur nos fameuses listes, là vous avez la liste des réservations, c'est les réservations futures ou passées que vous avez pu avoir chez Virtuo. Et en fait là, du fait du two-step loading, on se retrouve avec un écran qui est jamais vide, mais on a besoin quand même de notifier l'utilisateur qu'il n'a pas de réseau. Donc ça on le fait sur iOS avec un bandeau blanc et une snackbar sur Android. On va même plus loin dans certains cas. En fait, on vous parlait de l'état des lieux qui est envoyé dans votre poche, vous n'avez rien à faire. En fait, on le dit quand même à l'utilisateur aussi. Et en fait, on a envie que l'utilisateur nous renvoie son état des lieux pour des raisons logistiques, qui nous renvoie son état des lieux, pas forcément les photos, dans l'heure après sa prise de la voiture. Parce que sinon, on ne sait pas s'il a pris la voiture, on ne sait pas si on doit l'appeler, etc. Le problème, c'est que dans des cas vraiment, vraiment aux limites, un utilisateur qui est en roaming, un utilisateur qui n'a vraiment pas de réseau, on va l'appeler, on va lui dire, écoutez, on n'a pas votre état des lieux, est-ce que vous pouvez relancer votre application, qui va faire potentiellement, quand il arrive dans son hôtel avec du Wi-Fi, mais il va nous dire, mais si on ne lui donne pas l'information, il va nous dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait, ça marche. Donc on lui affiche cette information, on lui dit, vous n'avez pas envoyé cet état des lieux. Normalement, vous n'avez jamais besoin de cliquer sur ce bouton envoyer, ça se fait tout seul, mais au moins vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui s'est passé et on vous le dit. Je vous parlais tout à l'heure de la liste des stations. Donc là, vous avez l'écran iOS et Android. Sur cet écran, du coup, on peut potentiellement avoir le message « vous n'avez pas de réseau » quand on arrive dessus. Mais pour forcer nos clients et pour que le service client puisse du coup avoir un feedback par rapport à ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement mis un pull to refresh sur cet écran. Et en fait, le pull to refresh fait plus que ce que le client a l'impression, en fait, enfin, plus que ce que voit le client. Le client, lui, ce qu'il va voir, c'est que ça rafraîchit sa liste de stations. Donc, s'il a pas Lyon-Part-Dieu, il va faire un pull to refresh, il va avoir Lyon-Part-Dieu. Et s'il n'a pas de réseau, et ben là, on lui affiche explicitement le message dont on parlait tout à l'heure, la snackbar ou le bandeau blanc. Ce qui est important là-dedans, c'est pas de donner un feedback technique à vos utilisateurs, c'est fonctionnellement, qu'est-ce qu'attend mon utilisateur quand il est là-dessus, même si techniquement, c'est pas ce que je fais, j'ai besoin de lui donner un feedback, tu n'as pas de réseau et ça va pas marcher. Enfin, on a une dernière stratégie qui est, on utilise les local notifications sur iOS et sur Android. C'est des notifications qu'on peut envoyer depuis l'application, préparées depuis l'application, sans réseau. Et donc, pareil, on va s'en servir pour remettre ces temps forts de la location. Par exemple, si une heure avant le début de votre location, si vous n'avez toujours pas téléchargé votre clé, l'application le sait, même en mode offline. Et là, on va vous pousser une notification en disant « Attention, vous allez rentrer dans le parking, vous ne pourrez plus la télécharger, c'est sûrement le moment de télécharger votre clé ». Donc ça, sur iOS, on utilise les local notifications. Sur Android, on sert du même job scheduler qu'on avait tout à l'heure pour
afficher ces C'est notifications. ça, mais avec du coup, au lieu d'avoir des paramètres de réseau comme tout à l'heure, on va avoir des paramètres de temps où toutes les 30 minutes, on va voir dans quel état est notre réservation et si on a besoin de notifier en fonction de tel ou tel événement. On se retrouve avec une application, on s'est rapidement retrouvé avec une application où on avait des callbacks un peu dans tous les sens, que ce soit quand on appelle le Bluetooth de la voiture pour ouvrir les portes, que ce soit les appels réseau. Donc on a plein de callbacks dans tous les sens, plein de callbacks chaînés. Et pour simplifier ça, on a fait pas mal de programmation réactive. Donc programmation réactive, vous en avez tous entendu parler. Il y a eu un super talk tout à l'heure, RX2 dessus. Mais moi, chez Virtuo, c'est vraiment la première fois que j'ai eu un cas concret et qui nécessitait vraiment de faire de la programmation réactive. Si on a juste un appel à faire pour récupérer une donnée, je ne pense pas que ce soit vraiment pertinent de l'utiliser. On a des cas plutôt intéressants, notamment le transfert depuis le badge. Donc, je vous disais tout à l'heure. Depuis le badge NFC, c'est ce qu'on vous montrait tout à l'heure, la possibilité d'ouvrir en NFC si on veut le repasser sur le téléphone. C'est ça. Donc là, ce qu'on veut faire, en fait, c'est donc transférer notre clé du badge NFC vers notre téléphone. On a plusieurs choses à faire. On doit mettre à jour notre serveur pour lui dire maintenant la réservation elle est plus en mode NFC, elle est en mode clé virtuelle. On doit du coup mettre à jour notre cache. Ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est que quand on fait un put, on ne peut pas utiliser le résultat du put, on est obligé de faire un get juste derrière. On doit retélécharger notre clé et surtout, on doit avoir un seul feedback qui est transmis à l'utilisateur une fois que ces 3 opérations asynchrones sont passées. Et donc voilà comment ça se passe en RX Java. Donc on va avoir notre booking service update qui va être input sur notre service de réservation pour lui dire que notre réservation est plus en mode badge mais en mode clé. Ensuite, on va appeler notre get pour mettre à jour notre cache. Enfin, on va télécharger notre clé. Et une fois que tout ça s'est passé, on va avoir, dans le cas où ça s'est bien passé, un OK transfert, donc qui va être une méthode globalement qui va mettre à jour l'UI et réafficher la clé pour l'utilisateur. Et si on a un souci, on a notre méthode manage error qui va pouvoir gérer notre cas d'erreur. L'important, c'est qu'on gère le cas d'erreur à un seul endroit, qu'on ait une erreur sur le téléchargement de la clé, sur l'information, sur l'envoi de l'information au serveur, sur la mise à jour du cache. On a une erreur globale et qu'on sait gérer de façon globale. Et on n'a qu'une seule callback à gérer. Mais en fait, avec RX, on peut aller encore plus loin. On vous parlait tout à l'heure du cas de nos partenaires qui nettoient les voitures. Eux, typiquement, ce qu'ils font, c'est que devant le parking, ils vont télécharger des clés. Là-dessus, télécharger une clé pour un de nos partenaires, c'est quoi? C'est d'abord nous dire qu'il est en train de préparer cette voiture, qu'il commence cette préparation. Ensuite, il a besoin de télécharger les photos parce que lui, il valide l'état des lieux que vous avez fait, il donne un contre-avis sur ces photos, donc il a besoin d'avoir les photos dans le parking. Il va avoir besoin de télécharger physiquement la clé, de télécharger la clé privée qui ouvre la voiture. Et du coup, après, on va lui dire une clé téléchargée sur 5, par exemple. Et on met à jour un compteur. Ces opérations, pour des raisons techniques, on a besoin de les faire dans l'ordre, dans cet ordre-là. Par contre, si on a n clés, si on a 5 clés, on peut tous les faire en parallèle. Et on a un compteur à mettre à jour. Mais par contre, on a juste besoin de passer à l'écran suivant quand la dernière des opérations a été faite. Ça, en RX, c'est assez simple à faire. Pour ça, on utilise un array Java avec ici la liste des ID de nos voitures. Donc on a les ID de nos voitures. Dessus, on va faire les opérations en flat map comme dans le cas précédent. Donc on va premièrement informer le serveur que le lavage de la voiture est en cours. On va ensuite télécharger toutes les photos. On va ensuite se connecter à la voiture. Et là, on utilise un premier mot-clé RX qui est do on next. Donc à chaque fin de ce cycle, on met à jour l'interface, on dit clé 1 sur 5 téléchargée, clé 2 sur 5 téléchargée. Ensuite, on utilise la méthode toList. Donc cette méthode va nous permettre justement de passer toutes ces opérations en parallèle. Et là, on a un subscribe global de toutes ces interactions. Et ce subscribe, il va nous permettre soit, si tout s'est bien passé, d'afficher les clés pour que la personne qui nettoie la voiture puisse la nettoyer, soit on va pouvoir gérer les erreurs de façon globale. Alors, ça, c'est l'état dont on est aujourd'hui. On a une application qui marche comme ça aujourd'hui. Mais en fait, on ne s'est pas arrêté de travailler. On continue à faire des expérimentations et on essaye d'améliorer toujours cette façon de cacher les données. On est notamment en train d'essayer Firebase. Donc Firebase, c'est une startup qui a été achetée par Google et qui permet notamment d'utiliser des bases de données distribuées. Nous, en fait, ça serait vraiment intéressant dans notre cas. Par exemple, si on reprend le cas du parking dont on parlait,
dont on parlait tout à l'heure. Au lieu d'avoir du pooling en permanence sur chaque liste pour récupérer toute la liste et remplacer la liste précédente, on pourrait seulement avoir du push différentiel où il y a seulement les données qui ont été modifiées qui vont être pushées. En plus, c'est du protobuf, c'est Google derrière, donc c'est beaucoup plus rapide que de faire un pooling de base sur une liste. Et voilà, donc on est en expérimentation dessus. Après, on reste pragmatique sur nos expérimentations dessus. Aujourd'hui, notre besoin, nous, c'est d'accélérer de la synchronisation de données descendantes du serveur vers le mobile. Effectivement, dans tous les cas qu'on vous a expliqué avant, ça ne marche pas forcément. Et le vrai mot d'ordre là-dedans, c'est qu'on va trouver la meilleure façon de cacher les données pour chaque usage et dans chaque cas pour que ça aille le plus vite possible pour ouvrir votre voiture. Alors, la conclusion de tout ça, c'est que ça, c'est en prod. Aujourd'hui, on a des voitures qui sont un peu partout en France, qui fonctionnent comme ça. On est notamment à Paris, dans les aéroports à Roissy et à Orly. On est à Champs-Élysées, Georges V. On est à Place de la Madeleine, Gare du Nord, Gare de Lyon et Gare Montparnasse. On est également à Gare de Lyon, à la Gare de Lyon-Pardieu, pardon. On est à la Gare de Lyon-Pardieu et à Nice, à l'aéroport. Pour la saison d'été, on va, dans la semaine prochaine normalement, ouvrir à la gare Aix-TGV et à la gare d'Avignon-TGV. Nous, on est tous à Paris. Tout ça, on le gère de Paris. Et quand on vous dit qu'on n'a pas de clé dans les véhicules, en fait, vous louez une voiture à Nice, c'est quelque chose qu'on fait à distance et qu'on gère depuis Paris. On est une petite boîte, donc on se permet, on fait de la pub. Voilà. Non, mais vraiment, si vous avez un doute sur la façon dont ça marche ce système, si vous avez si vous voulez parler à Stéphanie, tout simplement. Si vous voulez parler à Stéphanie, qui est très sympathique chez notre service client, on a un code promo qui est Devox15, qui permet de louer une voiture avec 15 € de réduction sur votre première location. L'idée, c'est que c'est une offre qui marche pour une location n'importe quand, mais le code promo est valable jusqu'à la fin du mois. Jusqu'à la fin du mois de mars. Avril. D'avril. Jusqu'à la fin du mois d'avril. Il y a le petit astérisque. Voilà, c'est les petits astérisques. Donc voilà ce qu'on fait chez Virtuo autour de ces voitures. Si vous avez des questions, que ce soit sur la façon dont on fait du cash, sur des choses qu'on fait dans le cash qu'on vous a parlé aujourd'hui, ou sur notre service en général, on peut prendre des questions sur le sujet. Et de la même façon, si vous avez si vous voulez nous voir après, de toute façon, on sera dans les couloirs et on peut vous parler de tout ça. En plus, si vous êtes un dev Node.js et que vous aimez notre produit, ça nous intéresse aussi que vous veniez nous voir. Voilà. Merci.